Nous suivons un rythme accéléré. La raison en est que le TGV n'attend pas et que nous avons encore 2 ou 3 sujets à traiter. Et pour traiter le sujet qui suit, que valent nos données personnelles culturelles, j'appelle Monique Cantos-Perber. Alors on ne la présente pas, mais je vais dire quand même un mot d'elle, uniquement un mot parce que le temps nous est compté. Je dirais fondamentalement, vous êtes une philosophe et vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages, mais je trouve que par rapport à celui que vous allez essayer de traiter, le titre que je retiens, ce sont les paradoxes de la connaissance, et que, à travers ce titre, et je m'adresse aux étudiants, il y a quelque part toute la philosophie, et je ne suis pas absolument sûr que nous soyons dans la philosophie, dans les données personnelles culturelles. Je suis sûr en revanche que dans la personne et dans la culture, on en est très proche. Je vous laisse présenter les brillantes personnalités qui vous entourent pour traiter ce sujet. Merci. Merci, cher président. Alors, nous aurons assez animé, je pense, qui est consacré à l'usage qui peut être fait des données laissées par les individus online dans toutes sortes d'activités et de comportements culturels qui vont évidemment bien au-delà des comportements volontaires. Nous allons commencer cette réunion par la présentation d'une étude. Une étude tout à fait passionnante qui a été réalisée par Ernst & Young et que Bruno Perrin aura la charge de vous montrer en dégageant les idées principales et avec l'expertise de Fabrice Natalski et de Solène Blanc. Et puis, par ailleurs, ou plutôt ensuite, nous aurons une brève conversation avec Yann Thébault, qui représente en Europe du Sud l'un des 2 géants du streaming musical, Spotify, qui est un groupe d'origine suédoise. Ensuite, avec Stefan Wachenfeld, entrepreneur du monde de l'Internet et de la distribution des jeux allemands. Et puis avec Rudi Klausnitzer, écrivain autrichien, évidemment extrêmement expert sur ces questions de big data. Alors, avant que ne soit présenté... Vous voulez peut-être vous asseoir. Avant que ne soit présentée l'étude, et puis aussi, vous verrez qu'il y a une autre étude de Philippe Torres, atelier BNP Paribas, vous sera également montrée. Avant de venir à cela, je voudrais vous donner ou brosser à grands traits l'arrière-fond sur lequel notre débat va se dérouler. Nous sommes évidemment plongés dans le monde numérique, c'est évident, on parle que de ça depuis le début de ce forum. Et les capacités d'action qui nous ont été données par cela ont considérablement augmenté notre capacité d'agir, notre capacité d'être présent, notre relation au temps, et a considérablement amplifié les liens que nous nouons avec toutes sortes d'autres êtres humains et même objets que nous arrivons à identifier ou que nous n'identifions pas. De plus, ces données sont détachables, elles peuvent être intégrées dans des ensembles très vastes, elles peuvent être l'objet de calculs, et tout cela, évidemment, offre la possibilité d'une prédiction de nos comportements, parfois d'une orientation de nos choix, et enfin d'une orientation, d'une direction particulière qui serait peu à peu imprimée à l'offre culturelle. Donc sur cet ensemble de problèmes, il sera extrêmement intéressant d'écouter, de réfléchir aussi aux avis et thèses de nos interlocuteurs. Donc, commençons d'emblée par la présentation de l'étude réalisée par Ernst & Young pour le Forum d'Avignon, comportement culturel et données personnelles au cœur du Big Data. Bon. Bruno Perrin.
Donc, vous vous souvenez, il y a un an, on avait conclu notre étude en disant que la bataille entre les grands acteurs du digital, les grands acteurs des télécoms et des médias, s'était déplacée et se situait autour des données personnelles. On a travaillé toute l'année avec le think tank du Forum d'Avignon autour de ce que sont ces données personnelles culturelles. Alors, les données culturelles, ce sont les productions, les œuvres qui nous ont permis jusqu'au XXe siècle de reconstituer l'histoire de nos civilisations pour forger notre savoir et notre culture. Si j'ai choisi un slide où il y a un moai comme reflet de notre étude, c'est parce que pour moi, il symbolise deux choses. D'une part, une civilisation que l'on peine à comprendre par manque de traces, mais aussi une certaine image de la sérénité face à la déferlante des données immédiates, comme vous le voyez ici dans 24 heures dans la vie du Big Data, 145 milliards de mails dans la journée. L'avènement de l'ère numérique et de nos traces immatérielles qui sont collectables, stockables et analysables à l'infini confère à certains acteurs un pouvoir inédit, celui de contrôler et de prévoir. Au cœur de cette masse de données vertigineuses qui sont issues non seulement, comme vous le dites, des 2,3 milliards d'Homo connexus, mais surtout de leurs 20 milliards d'objets connectés, se trouve une catégorie de données qui vaut de l'or, ou en tout cas qui vaut 4 fois plus cher que les autres données d'après les études, les autres données, la donnée personnelle culturelle. Cette donnée personnelle culturelle est le miroir de nos goûts, de nos aspirations et le reflet de l'image sociale que nous souhaitons renvoyer. Elle est constitutive de notre identité numérique, car la culture, c'est l'essence de l'espèce humaine. Mais surtout, grâce aux nouvelles capacités des machines et au progrès des modèles calculatoires, cette donnée personnelle culturelle est désormais connectable aux autres données et est pleinement contextualisable. Elle devient un nouveau sésame, celui qui ouvre les portes de l'intimité de l'être. Juridiquement, et Fabrice saura trouver les termes, il n'y a pas à proprement parler de cadre légal qui les réglemente. Et cela, les champions du digital l'ont compris avant les autres, en investissant la culture sous différentes formes, l'art, le livre, la musique, et pas seulement pour faire un beau geste, je pense. Alors oui, cette donnée, et j'espère que nous nous pencherons sur le caractère polysémique du terme « donnée » lors du débat, oui, cette donnée personnelle culturelle a de la valeur. Et pour l'illustrer, je vais vous montrer comment, depuis le premier forum d'Avignon, ont évolué certains indicateurs de performance. On a regardé un petit peu pour 3 catégories d'acteurs, les acteurs du digital, les nouveaux champions, les acteurs des médias et des télécoms, et on a regardé le top 5 de ces acteurs. Sur les 3 critères, la capitalisation boursière, donc la valeur en quelque sorte, la trésorerie, le cash disponible et la création d'emplois, en 5 ans, les champions du digital font x2 ou x3 quand les sociétés des médias sont stables et les champions des telcos régressent un peu. De fait de cette croissance continue des champions du digital, cette croissance a des conséquences sur le marché du big data qui, de par ses caractéristiques et son poids grandissant, se rapproche en particulier en Europe d'une ressource essentielle, comme ce fut le cas au siècle dernier pour le chemin de fer ou les télécoms. Ceci nous amène chez EY à penser que nous pénétrons dans une zone de bouleversement qui se traduiront soit par l'application à ce domaine de la réglementation antitrust, soit plus probablement grâce à l'ouverture volontaire des champions du digital vers des alliances avec les acteurs de la culture ou l'ouverture des données aux nouveaux entrepreneurs de la data. Peut-être que Fabrice peut préciser un petit peu les notions de droit que je n'ai fait qu'expliquer. Merci Bruno. Et effectivement, le premier constat que Bruno vient de relayer, c'est qu'il n'existe pas à proprement parler de définition juridique de la donnée personnelle culturelle. Pour autant, le droit n'est pas muet. Le droit appréhende la donnée personnelle culturelle à double titre. D'une part, sur le terrain des libertés individuelles, le constat, c'est qu'il est facile de démontrer que la donnée culturelle est presque nécessairement une donnée personnelle. Quand vous allez commander un livre sur Amazon, par exemple, Amazon va connaître vos goûts et potentiellement même vos opinions politiques, religieuses, philosophiques. Donc on est à la fois sur des données
données personnelles qui vont permettre directement ou indirectement d'identifier un individu, mais au-delà de ça, on va même être sur des données sensibles. Donc je reviendrai sur le cadre juridique de protection des données à caractère personnel. Le deuxième élément important qui rejoint le constat de Bruno sur le plan économique, c'est qu'il y a effectivement un enjeu de pouvoir économique et un enjeu de masse critique par rapport au contrôle de ces données à caractère personnel. Enjeu de masse critique qu'il convient d'articuler avec des revendications de partage et avec un enjeu d'intérêt général qui va être un enjeu de faciliter l'innovation, la connaissance. Et cet enjeu, il est également appréhendé par le droit à double titre. D'une part, au titre du droit de la concurrence, puisque le fait d'être titulaire d'une infrastructure essentielle et aujourd'hui les ressources, les données à caractère personnel, c'est une ressource à caractère personnel. On peut obliger le détenteur de cette infrastructure à donner accès à ces données. Donc ça, c'est un premier élément. Alors, il y a bien sûr également le pouvoir politique qui peut prendre des mesures pour favoriser l'open data. Puis à côté de ça, il y a une dimension innovation, une dimension valeur qui est appréhendée par la propriété intellectuelle. Je voudrais revenir peut-être sur la comparaison du cadre juridique de la protection des données. On a deux visions dans le monde aujourd'hui, ou deux principales visions. Dans la vision européenne qui considère la donnée à caractère personnel comme un droit fondamental. Donc ce que l'on protège en Europe, c'est les libertés individuelles, c'est les données du citoyen. Puis on a la vision nord-américaine qui va plutôt protéger le consommateur. Alors en vérité, c'est beaucoup plus compliqué. Aux États-Unis, on a à peu près 500 lois. On a des lois étatiques sur la sécurité des données. On a des lois sectorielles en fonction donc, du type de données. Mais in fine, ce que l'on protège, c'est le consommateur. Et ce qui est sanctionné par la FTC, c'est le fait de mentir au consommateur. C'est le fait de... c'est ce qu'on appelle les manœuvres trompeuses et déceptives. Donc on le voit, il y a vraiment deux approches. Et peut-être on a beaucoup parlé de l'Europe depuis le début du forum. L'Europe a été un peu bousculée, mais sur ce terrain, on peut peut-être rendre hommage au travail des institutions communautaires, puisque notre directive européenne, c'est déjà le cadre le mieux disant en matière de protection des données. Ça va se renforcer avec un projet de règlement qui a pour objet de renforcer l'efficacité de la règle des droits, en renforçant les pouvoirs des régulateurs, les sanctions, on va passer à 5% du chiffre d'affaires mondial, en renforçant les droits des citoyens avec le droit à l'oubli, le droit à la portabilité des données, et en renforçant surtout les obligations des entreprises donc, qui vont devoir mettre en place un certain nombre d'outils juridiques. Donc cette approche européenne mieux-disante, elle pourrait constituer un avantage concurrentiel, puisque en ayant un niveau élevé d'exigence sur le plan juridique, on entraîne plus de confiance et ça peut permettre de lever certaines réticences des individus au partage de leurs données. Alors, puis-je vous poser quelques questions, vous deux, Bruno Perrin et vous, Fabrice Naftalski, avant que Solène Blanc nous parle plus particulièrement des aspects économiques. D'abord, pour que notre public comprenne bien ce dont nous parlons, pouvons-nous revenir un instant sur la notion de données personnelles? Pourriez-vous, très brièvement, caractériser ce qui les distingue de ce qu'on appelait autrefois les données nominatives? Par ailleurs, je voudrais que vous répondiez à la question suivante. Ces données personnelles, ces données culturelles personnelles, ont-elles une valeur particulière par rapport à toutes les autres données personnelles que les utilisateurs ou que les personnes qui évoluent dans un monde connecté laissent partout, toutes ces traces que nous laissons derrière nous? Elles ne sont culturelles, elles sont, me semble-t-il, vous me direz si je me trompe ou non, des données comme les autres qui deviennent culturelles quand elles sont liées à des comportements culturels entendus en un sens très large, et qu'elles peuvent être intégrées dans un ensemble de calculs et d'algorithmes qui prédisent les comportements culturels à venir de l'individu ou d'un groupe d'individus. Là aussi, c'est une question importante de savoir comment les choses se développent. Donc, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces données culturelles, personnelles culturelles, par rapport aux données que toutes sortes d'individus laissent sur le web, parlant de leur goût gastronomique et autres. Et surtout, l'expression de culturel semble leur donner une sorte de valeur supérieure. Alors, qu'en est-il? Est-ce que cette valeur ne leur est pas simplement conférée par le marché dans lequel elles sont immédiatement intégrées? Et puis, dernière question sur le droit, Monsieur Naftalski. On a en effet des législations, des directives importantes dans l'Union européenne
Une directive se prépare qu'on attend pour l'année prochaine, pour 2014, qui sera en effet très importante. Quelles sont les lignes de force de cette directive qui se prépare? Est-ce que c'est un approfondissement de la notion de consentement, de la notion de déclaration préalable, qui est jusqu'à présent la seule chose qui soit un petit peu prescriptive, même si ce n'est pas véritablement contraignant? Est-ce que ce sera le droit, en effet, à la portabilité, c'est-à-dire tout internaute pourra transporter ses données avec lui lorsqu'il change d'opérateur? Quelles vous paraissent les lignes de force de cette directive qui s'annonce? Je vais peut-être prendre la première et la troisième question. La première différence, données nominatives, données à caractère personnel, en fait, il n'y a pas de différence. C'est que la loi informatique et liberté, qui était précurseur de la directive de 95, parlait de données nominatives. La directive parle de données à caractère personnel. Donc du coup, lorsque en 2004, la directive a été transposée, on est allé sur le terrain de la donnée à caractère personnel. Mais juridiquement, c'est exactement la même chose. Une fois qu'on a dit ça, je vais peut-être prendre la question sur les évolutions qui se profilent. Effectivement, le constat, c'est qu'en Europe, on reconnaît la donnée comme un droit fondamental. Pour autant, la pratique du droit de la protection des données, c'était des déclarations à la CNIL. Donc c'était une pratique un peu minimaliste. Et c'est la raison pour laquelle la Commission européenne a souhaité qu'on mette en place un certain nombre de mesures pour rendre effective cette règle de droit. Donc qu'est-ce que ça signifie? C'est faire en sorte que le droit à l'oubli, donc le droit d'effacer les données lorsqu'elles sont plus nécessaires, c'est faire en sorte que le droit à l'information des personnes concernées, l'encadrement des transferts soit effectivement mis en place, ce qui fait que demain, ce que va sanctionner les régulateurs, c'est pas le résultat, c'est va contrôler que les organisations mettent en place des procédures, des outils qui permettent d'assurer au jour le jour la maintenance de ces obligations de conformité. Donc si on résume les trois volets, alors je les ai un petit peu esquissés, le premier volet, c'est le renforcement des pouvoirs des régulateurs. Dans les 28 pays de l'Europe, on aura des régulateurs avec un vrai pouvoir de sanction et un pouvoir de sanction significatif, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans les 28 pays de l'Union européenne. Le deuxième volet, c'est les droits des citoyens. Effectivement, aujourd'hui, l'information, elle est souvent noyée dans des policies, donc les gens vont donner leurs données sans s'en rendre compte. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, notamment en matière de profiling, ou pour certains traitements qui sont assez intrusifs, on ait un consentement qui soit véritablement explicite. Donc lorsque ces données vont être contrôlées, ça va être le cas aussi des données des enfants qui vont faire l'objet d'un statut particulier. Puis le troisième volet, ça va peser sur les entreprises. Effectivement, les déclarations, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'une fois qu'on a fait sa déclaration, il ne se passe plus grand-chose. Donc l'idée, c'est vraiment de vérifier que les entreprises, chaque fois qu'elles mettent en œuvre un nouveau traitement, alors c'est un peu technique, hein, chaque fois qu'elles mettent en œuvre un nouveau traitement, elles font ce qu'on appelle une étude d'impact, un Privacy Impact Assessment, pour voir quels sont les risques pour les libertés individuelles. C'est aussi qu'elle réalise régulièrement des audits. Donc il y a un certain nombre d'obligations qui vont peser sur ces entreprises et qui vont renforcer ce qu'on appelle l'effectivité de la règle de droit, c'est le principe d'accountability. Alors, juste pour revenir sur la donnée culturelle, personnelle culturelle, c'est une donnée beaucoup plus intime que les autres données que l'on est capable d'avoir sur tout le monde. Et la raison pour laquelle on en parle, c'est parce que, évidemment, les grands acteurs se sont précipités vers cette intimité parce que ça les intéresse. On constate aujourd'hui qu'elle a plus de valeur sur le marché, c'est-à-dire que les données sont vendables sur le marché, et je vous ai dit 4 fois plus de valeur que les autres. Alors, ça a un peu moins de valeur de savoir que vous aimez lire Kant. Il s'agit de valeur commerciale. Il s'agit de valeur commerciale. C'est pas valeur avec un grand V. Ça, c'est vous que je laisse la valeur avec un grand V. Mais dans la valeur, il y a aussi l'échange, puisque c'est un forum qui est aussi sur l'économique. C'est une donnée sensible, probablement comme d'autres données sensibles, mais qui n'est pas juridiquement définie comme une donnée sensible, que sont les données sur la politique, la santé ou les orientations sexuelles. Donc les aspects économiques tout à fait nouveaux, qui doivent être déjà largement pratiqués, que la montée en puissance, l'amplification en rapidité, en capacité de traitement et en volume de l'accès aux données culturelles personnelles. Oui, alors c'est vrai que quand on regarde l'exploitation qui peut être faite de ces données personnelles culturelles, on pense
On pense d'abord à ce que les grands acteurs du digital font en termes de publicité ciblée sur les supports digitaux. C'est un peu la partie émergée de l'iceberg sur laquelle les grands acteurs d'envergure internationale ont pris une très nette longueur d'avance. Mais nous, ce qui nous a surtout intéressé dans l'étude, c'est la partie plus immergée qui est souvent pas vraiment valorisée, c'est la connaissance et les logiques prédictives et statistiques, comment elles peuvent être exploitées pour faire de la recommandation. Et c'est vrai que même si ce n'est pas valorisé en tant que tel, les moteurs de recommandation sont la clé du succès d'acteurs comme, on a parlé des Amazon qui font sans doute environ un tiers de leurs ventes à partir de ces logiques de recommandation. Ça fait aussi le succès d'acteurs comme Netflix sur la vidéo. Spotify en est un exemple assez emblématique aussi dans le secteur de la musique. Et donc ça, ce sont des logiques qui amènent finalement un public potentiel en lien avec des contenus plus susceptibles de les intéresser. Alors aujourd'hui, c'est vrai que les acteurs des médias et de la culture sont moins avancés sur ce sujet-là. Pourtant, ce sont les premiers générateurs de cette donnée personnelle culturelle. Donc nous, on est assez convaincus que ces acteurs peuvent reprendre la main, c'est-à-dire finalement, à travers la collecte et l'exploitation de données, enrichir aussi l'expérience. Et donc, c'est une valeur potentiellement commerciale, mais c'est aussi une valeur d'usage qui peut être créée en prolongeant la relation avec les publics, les audiences et en la personnalisant. Au-delà simplement du fait de prédire les goûts et les préférences dominantes de l'individu, mais qui pourrait éventuellement lui offrir des produits culturels auxquels il n'aurait pas pensé d'emblée, puisque la culture a pour but cela, l'élargissement de l'horizon des individus et pas simplement la satisfaction de leurs préférences. Voilà, non, tout à fait. L'idée, c'est de favoriser la découverte aussi à travers ces logiques-là. Et donc, certes, on utilise la donnée, on utilise des masses de données. Évidemment, il faut avoir après une logique créative et être assez innovant dans cette approche pour qu'elle ne soit pas, je dirais, trop standardisée. Et c'est un vrai challenge pour les acteurs, notamment dans le domaine de la création et de la production, puisque ce sont pas forcément ce sont pas forcément dans les habitudes d'avoir une relation personnalisée et directe avec les publics et les audiences. Donc c'est un vrai challenge d'acquérir ce qu'on a appelé une culture de la donnée, de savoir effectivement utiliser ça et dépasser aussi certaines réticences à utiliser ces données personnelles en se disant que ça peut avoir une vraie valeur in fine dans le lien avec le public. C'est aussi assez compliqué, je ne sais pas si vous voulez qu'on développe la partie plus d'organisation, mais même pour un certain nombre de groupes, je pense notamment aux groupes de presse ou aux groupes ou aux institutions, aux lieux, aux gestionnaires de salles de spectacle qui ont cette culture quand même de la connaissance client, qui ont l'habitude de travailler sur des abonnements, des abonnés, des relations directes avec un public ou un client final. Là, on se retrouve quand même dans un univers où il y a une multiplicité de sources de données, une rapidité de traitement qui n'était pas du tout appréhendée dans les modes traditionnels de relations à ces publics. Et donc là, l'enjeu, il est effectivement le principal écueil de dépasser, je dirais, les organisations classiques pour arriver vers quelque chose de plus fluide, de plus transverse et consolider une vision unifiée de ces publics. Et ça, c'est un vrai challenge, c'est ce qu'on a un peu personnifié par le dessin où vous voyez la façon de faire rentrer, d'organiser et de structurer cette donnée. Souvent, on va retrouver dans les entreprises du secteur, c'est assez frappant quand on les accompagne de voir qu'il peut y avoir autant de bases de données qu'il y a de départements, ou même dans des petites structures, autant qu'il y a de PC. Et du coup, là, tout l'enjeu, il est de réussir à consolider, structurer cette donnée et puis l'exploiter à une fin utile pour les métiers. Et ça, c'est une fonction qui peut être portée par... alors, les anglo-saxons parlent de Chief Data Officer, donc ça va assez loin. Mais l'idée, c'est bien de montrer qu'il faut pouvoir organiser ça à des fins qui sont utiles pour les métiers, pour le client in fine, et qui s'appuient sur des nouvelles compétences. Merci beaucoup. Donc, nous pouvons à présent lancer l'étude BNP Paribas, Philippe Torres et Mathieu Soulet. Bonjour. Alors je crois qu'on est un train qui nous attend tout à l'heure, donc on va cadencer un petit peu la présentation. Je vous invite à la télécharger sur le site du Forum d'Avignon ou sur celui de l'atelier www.atelier.net. Voilà, on va faire cette présentation avec Mathieu. On l'a intitulé Big Data, Big Culture. Et pour nous, Big Data, c'est pas le sujet de la technologie aujourd'hui, c'est pas le sujet du big, on va le voir, c'est le sujet du pouvoir grandissant que prend la donnée, la data, dans les prises de décision
qui deviennent de plus en plus des prises de décision automatisées. Je commence par un premier exemple. L'histoire du big data, selon nous, c'est une histoire de changement d'échelle qui implique des changements de paradigme. Premier exemple, il s'est passé quelque chose dans le monde entre 1994 et 1996. C'est Internet, devient grand public, et le nombre de sites Internet dans le monde passe de quelques milliers à quelques dizaines de milliers, puis atteint 1 million. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le meilleur service d'accès à Internet, qui s'appelait Yahoo à l'époque, c'était un annuaire. Celui-ci ne suffit plus pour rendre le service d'accéder au contenu Internet. Et là, le fait dans lequel on est mis en 97, c'est de dire qu'il va falloir automatiser cette prise de décision, cette recommandation, cette prescription. Ça, c'est Google qui va y arriver en premier. Voilà. Google, si vous voulez, face à ce changement d'échelle, il a mis en place ce changement de paradigme qui est de dire dorénavant, ce ne sera plus jamais fait uniquement par des êtres humains et ce sera surtout fait par des machines. C'est ça, selon nous, l'histoire de Big Data. Très bien. Venons-en à l'impact sur les données culturelles. Alors, cette histoire, c'est qu'a fait Google, finalement. En fait, aujourd'hui, le constat, c'est que l'impact sur les données culturelles, si vous voulez, c'est que voilà, pour accéder à l'information, et notamment à l'information culturelle, on a ce qu'on appelle les dragons du digital qui maîtrisent l'accès à ça aujourd'hui. Et comment peut-on traiter ce fait aujourd'hui? Eh bien, il y a des risques de situation dominante, il va falloir gérer ça. Mais il y a aussi des nouvelles opportunités, et on va le voir pour les industries de la culture. Et enfin, il va falloir essayer de comprendre comment on va se diriger vers des mécanismes de management par la data. Je vous donne juste un exemple du risque de situation dominante. Google. Aujourd'hui, Google nous permet, en utilisant son moteur de recherche, d'accéder directement à la réponse, certaines réponses. Sur les questions qui sont les plus fréquemment posées sur Internet, Google permet d'accéder directement à la réponse. Comment il fait ça? Eh bien, il a des statistiques, il analyse la data, et sur les questions qui sont les plus posées, il va constituer une base de connaissances. Le panel ici, qui est en haut, c'est le panel de réponses, qui prend la position numéro 1 sur les réponses. Et le panel de droite, c'est un panel de faits qui regroupe les faits les plus significatifs par rapport aux questions les plus posées. Et bon nombre de ces questions sont des questions culturelles. Et comment est construite la question? Google s'appuie sur les sites Internet qui ont la réponse à ces questions. Et il nous propose la question en ligne numéro 1, il propose aussi, évidemment, d'aller avoir plus de détails sur l'information ensuite. Ça, c'est le risque de position dominante. Ce risque de position dominante, il existe aujourd'hui sur les données de l'Internet, et il va exister de plus en plus sur nos données. C'est-à-dire que Google est en train d'organiser nos données, les miennes, les vôtres, et les données des entreprises selon ce principe-là. Pas uniquement Google, les dragons du digital en général. Donc comment allons-nous faire, nous, pour nous réapproprier nos données? Parce que Google sait en tirer de la valeur, Yahoo sait en tirer de la valeur, etc. Tous ces acteurs-là savent en tirer de la valeur, à nous de savoir en tirer de la valeur. Et pas uniquement de la valeur économique, mais aussi de la valeur économique. Si on parle maintenant des opportunités pour les premiers poursuivants par rapport au data marketing. Alors 2 exemples. Le premier, on va prendre l'univers des jeux. Vous avez un jeu qui s'appelle The Simpsons Tape Out. Vous êtes dans l'univers des Simpsons. On construit une ville comme SimCity. C'est un jeu d'Electronic Arts. C'est en fait Electronic Arts, dans la façon dont il construit le jeu, il analyse un certain nombre de données, le nombre de constructions par exemple de burger restaurants, le nombre de donuts, c'est la monnaie virtuelle du jeu qui sont faites. À quelle fin? C'est parce qu'en fait, il cherche à favoriser 2 facteurs. Le temps de jeu qui est passé par le joueur, parce qu'indirectement il se rémunère soit par de la pub, soit par du placement de produits, ou la monétisation directe, puisqu'on achète de la monnaie virtuelle avec des euros ou des dollars pour pouvoir faire ça. Ça, c'est un modèle pour Electronic Arts aujourd'hui qui fait à peu près 25% de son chiffre d'affaires à partir du digital. Et en fait, c'est le moteur, ça devient le standard naissant pour l'industrie du jeu, puisque c'est l'analyse de la donnée. 2 exemples rapides de ce changement de paradigme par rapport au data-driven management, donc vers quoi on tend. Le premier exemple qui sera celui dans l'industrie de la vidéo de Netflix, on a déjà un peu parlé. Netflix, c'est le loueur de DVD en ligne. À partir de 2000, il lance un service qui s'appelle Cinematch, qui permet d'avoir des recommandations. Et en fait, aujourd'hui, ça permet quoi? Ça fait 75% du contenu qui est visualisé en fait à partir du service Netflix et poussé en recommandation dessus. Le même exemple, cette fois par rapport à l'industrie de la musique.
avec Pandora. Pandora, à la base, c'est un projet de recherche qui cherche à identifier l'empreinte en fait unique des morceaux de musique à partir d'un certain nombre de critères. À partir de 2005, le service change d'échelle. Il lance Pandora Radio, qui cherche en fait à créer les radios intelligentes. On crée ces playlists en fait en fonction de ses goûts, et l'algorithme en fait est amélioré par ce qu'on appelle la sagesse des foules. Il y a à peu près 30 milliards de votes, les petits pouces que vous voyez sur l'image, qui favorisent en fait l'amélioration du moteur. Alors, si on prend maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour l'ensemble de la culture? Est-ce que finalement, cette question de la big data, alors que nous qu'on a posé, est-ce que ça entraîne la big culture? C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce que la data est catalyseur de croissance économique pour la culture? On pense qu'il est intéressant de faire un détour par d'autres secteurs économiques qui sont connexes, comme le monde du tourisme. Le premier exemple, vous avez une photo en fait, qui est une photo du Mont-Saint-Michel, une petite carte de France qui est la France vue par les touristes. En fait, Atout France, donc l'organisme en charge de la promotion du tourisme français, a été chercher les données publiques des touristes étrangers, les photos qu'ils prenaient sur les réseaux sociaux, comme Flickr par exemple, pour pouvoir voir finalement la France à partir des appareils photos finalement des étrangers, pour comprendre où les touristes finalement se déplaçaient sur le territoire, et notamment en ayant par origine géographique pour pouvoir améliorer. Le deuxième exemple, donc il avait fait avec une start-up qui s'appelait MFG Labs. Deuxième exemple un peu plus récent, cette fois c'est le Centre régional de tourisme de Côte d'Azur qui l'a fait avec Orange. Là on prend les données de l'opérateur, notamment issues des téléphones portables. On peut visualiser où se sont déplacés pendant l'été 2012 les touristes sur l'ensemble du territoire. Et ça en fait, le vrai changement de paradigme, c'est quoi? C'est que ça peut permettre d'améliorer la décision publique. Donc les données, c'est un premier constat, et ça permet en fait d'avoir une boucle de rétroaction pour pouvoir changer en fait la situation. Alors, si on continue sur... J'interromps juste 2 secondes, juste pour préciser à ce stade et répondre à votre question. De notre point de vue, il n'est pas facile de distinguer les données culturelles des données personnelles, comme vous les appelez. Et donc, on va dire que nous, on essaie d'orienter la réflexion pour voir comment, dans l'ensemble de ces données, donc par exemple nos données personnelles, il est possible de créer de la valeur en créant des liens entre nos données culturelles et d'autres types de données. Parce que ce qu'a réussi à faire Google au tout début, c'est pas d'aller chercher la valeur dans la donnée brute, c'est d'aller chercher la valeur dans les liens que peut avoir cette donnée brute avec d'autres types de données brutes. C'est ça qui est traité par les machines aujourd'hui, et on pense qu'appliquer le big data à la question des industries culturelles, c'est d'arriver à faire en sorte que chaque industrie et ces industries connexes, culturelles ou non, puissent identifier les niveaux de données brutes qui seraient partageables entre elles pour qu'on arrive à en dégager des informations qui puissent avoir de la valeur, y compris de la valeur économique. Voilà. Brièvement. D'accord. Et rapidement, donc en image, quel est le type de synergie qui peut exister entre plusieurs secteurs? Par exemple, entre le secteur du divertissement et du tourisme, qui sont des partenaires naturels, vous avez à gauche les images de Disney. Disney sortent ce qu'ils appellent des Magic Bands, donc c'est des bracelets en fait. Vous réservez votre voyage à Disney, vous enregistrez vos données personnelles, et quand vous arrivez en fait dans le parc, le ticket, votre clé d'hôtel, votre moyen de paiement est contenu dans le bracelet. Donc en fait, c'est la magie Disney poussée à l'extrême, c'est-à-dire que vous baladez sans portefeuille, sans plus rien, vos enfants également, et vous pouvez avoir ça. Disney met $1 milliard sur la table pour monter le système. Il le teste dans son parc en Floride et compte le déployer ailleurs. L'autre exemple juste à droite, c'est TripAdvisor, que vous connaissez sûrement par rapport au tourisme. Et en fait, ce qui est intéressant, le lien qui peut être fait entre les deux acteurs, quand vous réservez un voyage à Disney, peut-être qu'auparavant vous allez louer une voiture, peut-être réserver un hôtel, vous allez peut-être aller en Floride mais passer par Miami. Et donc il y a des données qui peuvent être échangées entre ces services, certaines données spécifiques qui peuvent créer de la valeur par cette synergie. Voilà, et pour conclure, la dernière, nous pensons que l'écosystème idéal pour pouvoir réussir à faire cette transformation, c'est-à-dire que chacun puisse identifier ses données, les partager pour en trouver de la valeur, de notre point de vue, c'est l'écosystème d'une smart city, c'est-à-dire d'une ville ou d'une région qui investit en infrastructure, parce qu'il faut quand même investir en infrastructure pour mesurer, et puis ensuite qui redistribue l'information traitée et qui laisse l'écosystème travailler cette information pour en trouver la valeur. Voilà, donc c'est probablement un des rôles que pourraient jouer en partie les pouvoirs publics et aussi en s'associant aux entreprises, les grandes et les start-up, pour arriver à faire en sorte que ce ne soit pas que les dragons du digital qui créent ce big data et qui trouvent la valeur qui réside dans nos données. Merci. Bien, merci beaucoup. Ce sont des perspectives évidemment extrêmement réconfortantes, à la fois pour le lien que vous avez exposé avec un certain nombre d'initiatives où les pouvoirs publics ne seraient pas totalement absents, mais qui laisseraient tout leur dynamisme aux industries culturelles.
et qui tempère les dangers qui ont été d'abord évoqués, c'est-à-dire les dangers qui résultent de toute position de domination ou de monopole. Et quand on donne une grande valeur à la compétition et à la liberté que chaque acteur aurait de tenter sa chance. Donc en effet, cette position de monopole que certains se sont déjà acquises est extrêmement inquiétante, et en même temps, elle peut amener véritablement une évolution des métiers, c'est-à-dire que ceux qui récoltent les données, qui les collectent, puissent devenir eux-mêmes des producteurs de contenu. Donc là, on a deux évolutions qui sont, ou deux évolutions, enfin, d'abord une réalité, le monopole existe, enfin, le monopole, en tout cas la position largement dominante existe, donc c'est une chose laquelle il faut combattre, bien sûr, mais en même temps, cette mutation des métiers est en train de s'observer. Merci infiniment pour l'éclairage que vous avez apporté. Donc, Yann Thibault, nous allons, si vous voulez, vous écouter sur ces sujets. Pour une entreprise comme Spotify, la valorisation des données est évidemment une activité extrêmement importante. C'est au cœur de vos services, enfin de certains de vos services de prescription. Alors, pourriez-vous préciser pour le public ce qui en est attendu? Parce que, au fond, si on peut, pardonnez-moi cette question un peu naïve, mais souvent les questions naïves permettent de poser des problèmes. Évidemment, aujourd'hui, on arrive à une très grande sophistication en termes de collecte, en termes de traitement des données, de construction des algorithmes et de capacité de prédiction. Apparemment, le consommateur en est très content. Hein. Ce qu'on lui propose est beaucoup plus pertinent, coïncide avec ses goûts et c'est de haute qualité. Alors ça, c'est l'image idéale, mais bon, alors on peut dire, mais de toute façon, c'est pas nouveau. Hein. Depuis toujours, depuis que le commerce existe, les commerçants ont établi des fichiers clients. Et on faisait ça au papier, on notait les préférences des consommateurs les plus réguliers, et on essayait d'emblée de créer une valeur ajoutée en proposant quelque chose qui pouvait satisfaire leurs demandes avant même qu'ils les expriment. Alors, pourriez-vous nous dire si la différence si ce qui se joue aujourd'hui est simplement une amplification extraordinaire, ou si c'est une mutation qualitative? Je pense que c'est les deux, en fait, puisque c'est vrai qu'on a toujours traité les données. Aujourd'hui, on est confronté, avec l'avènement du digital, à la possibilité d'avoir accès à énormément de données et de façon très précise. J'aimerais qu'on puisse se focaliser sur l'attrait et l'importance que ces données constituent pour le créateur, et parler d'une exploitation positive, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, comme vous le disiez, nos utilisateurs sont très contents, très satisfaits des recommandations qu'on peut leur proposer, mais ça va permettre avant tout aux créateurs et aux artistes de pouvoir mieux comprendre leur public, parce qu'aujourd'hui, c'est un formidable outil de découverte de leur audience. Ils vont savoir précisément qui les écoute, quels morceaux sont les plus écoutés, dans quelles régions ils sont écoutés. Ils vont pouvoir ainsi décider d'un single, adapter leur tournée, par exemple. Et puis, ça va pouvoir aussi leur permettre d'être découverts dans le cadre des recommandations musicales par d'autres publics auxquels ils n'auraient pas forcément été exposés. Et donc, la data permet aussi plus d'équité dans ce sens-là. Donc, je répondrai par le fait qu'effectivement, on a aujourd'hui accès à plus de données et plus de diversité. Ce que vous avez décrit est extraordinaire. En effet, on offre aux consommateurs des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé, mais qui vont l'intéresser au plus haut point. Mais en même temps, et pardonnez-moi, mais je suis obligée d'être un peu l'avocat du diable ici, sinon la conversation n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais de notre côté, ne peut-on pas dire que le fait pour un artiste de disposer d'une très grande gamme d'informations sur les préférences de son public, afin de pouvoir parfaitement cibler son offre en fonction de ses préférences, peut avoir des effets qui nous éloignent quand même beaucoup de ce qu'était l'aspect véritablement de remise en cause, de recréation d'une sensibilité. Certains se disent même, mais est-ce que des œuvres d'art complètement scandaleuses sont encore possibles? Ça, c'est une question qu'on ne peut pas ne pas poser.
Oui, tout à fait. Non, je pense sincèrement qu'il y a encore de la place pour tout ça. Aujourd'hui, Oui, mais laquelle, justement? Soyez plus précis. Très sincèrement, je pense que la donnée a ses limites et que la recommandation musicale est très pointue aujourd'hui, mais il faut quand même laisser de la place pour l'humain. Et dans le cadre de nos services, nous avons des équipes éditoriales qui vont pouvoir également mettre en avant des créations qui n'auraient pas forcément été proposées par des algorithmes. Et donc c'est cet aspect humain qu'il faut contrebalancer avec l'aspect automatisé et permettre d'avoir un bon équilibre. Oui, mais des créations qui sont totalement rejetées par le public, du genre Bataille d'Hernani en 1830 ou la création du Cercle du Printemps. Et on ne peut pas non plus imposer au public leur goût, on peut simplement effectivement leur proposer le choix le plus vaste possible, et ce sera ensuite au public de décider. Mais avec une mise en place, comme je disais, à la fois automatisée et humaine, on arrive à couvrir le choix, l'offre la plus vaste possible. Hier, il y avait un débat sur qui est le prescripteur. Il a été répondu, je pense, un peu rapidement que le prescripteur, c'est le consommateur. Évidemment, non. Le prescripteur, c'est aussi le critique, c'est aussi le professeur. Oui, où il y a aussi beaucoup d'originalité, beaucoup de conformisme. Donc, d'une certaine manière, c'est pas tellement différent du reste. Mais alors, justement, vous avez tout à l'heure évoqué la satisfaction du public. Elle porte sur quoi exactement? Il est content qu'on le connaisse, qu'une relation de familiarité se soit instaurée, enfin dans ce système de communication tout de même assez abstrait, puisqu'on anticipe ses goûts, et même on lui propose des choses en accord avec ses goûts auxquels il n'aurait pas pensé. Est-ce que cette satisfaction est assortie d'une vague inquiétude sur, au fond, le type de processus très impersonnels qui sont derrière cette capacité de lui offrir ce qu'il souhaite? Non, j'ai pas ce sentiment-là. C'est vraiment, quand on parle des données culturelles dans le domaine de la musique, c'est vraiment perçu comme une aide plus qu'une intrusion. Les seules inquiétudes qu'on a pu percevoir, c'est lorsqu'on a lancé l'intégration avec Facebook, où on publiait de manière automatique les chansons que le public écoutait sur leur fil d'activité. Là, c'est vrai qu'on a eu des réactions négatives de la part de nos utilisateurs qui ne souhaitaient pas que leurs amis puissent voir ce qu'ils écoutent. Donc on a développé des fonctions qui permettent maintenant d'avoir des sessions d'écoute privées et de pouvoir choisir d'exposer ou non ses goûts musicaux en fait. Mais quand vous avez fait cette démarche, vous n'en avez pas prévenu, évidemment, les personnes qui étaient intervenues sur Facebook en mettant leurs chansons préférées n'avaient pas été prévenues. Ça s'est fait. Elles ont constaté après coup que la chose avait été faite. Quel type de réaction? Vous avez parlé d'une réaction négative. Quelle a été son ampleur? Alors, on a reçu des mails d'utilisateurs qui n'étaient pas satisfaits, encore une fois, que leur morceau préféré, et c'est un problème de ne pas assumer ce qu'on écoute en fait, était publié. C'est vrai que de notre part, c'était peut-être un peu naïf, mais c'était là encore dans le but de pouvoir exposer la musique de la façon la plus large, et on a tout de suite corrigé le tir en développant des fonctions d'écoute privée, comme je le disais. Mais c'était les protestataires de service ou c'était une large réprobation? Non, c'était quelques utilisateurs qui se manifestaient auprès de nos services. Alors maintenant, vous ne ferez plus une chose pareille sans évidemment prévenir, enfin demander en tout cas que les utilisateurs puissent s'y opposer. Bien sûr, heureusement on apprend de nos erreurs et aujourd'hui on n'impose pas à nos utilisateurs quoi que ce soit. Donc, que pensez-vous au cœur de ce système économique, puisque vous êtes extrêmement attentif, en effet, le cas présent et votre réaction immédiate semble l'indiquer, aux possibilités que les personnes, aux capacités que les personnes ont d'empêcher que leurs données soient disséminées sans limite, mais en même temps, c'est au cœur de votre activité économique. Donc, qu'envisageriez-vous comme arbitrage? Qu'est-ce qui vous paraît, que vous paraissent être les lignes fondamentales sur lesquelles un compromis peut être passé entre ce respect tout de même de l'intégrité de la personne et puis le potentiel économique que cela représente pour les industries de la culture? Parce qu'en fait, quand l'offre culturelle est très élevée,
bien, les choix et les libertés des personnes, évidemment, sont plus grands. Donc, il faut véritablement entretenir et encourager le développement des industries culturelles. Donc, comment ce partage ou ce compromis pourrait-il être passé? Sur quel principe? Ça vient tout d'abord d'un respect de l'éthique de la part de l'entreprise. Cette activité doit être exercée dans un cadre légal et donc ne pas non plus surexploiter les données. Et puis, le second point, c'est le fait que les utilisateurs doivent eux aussi s'approprier ces services-là et jouer la carte de l'interaction, puisque plus ils les utilisent, plus les recommandations sont pertinentes, et plus ça va pouvoir permettre d'élargir justement le champ des possibles et de recréer de la valeur au final pour l'industrie. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais poser quelques questions à Stefan Fahrenfeld, donc qui est entrepreneur du monde de l'internet et de la distribution des jeux allemands. Prefer to speak in English. Nous allons nous exprimer. Enfin, vous préférez vous exprimer en français. Vous ne parlez pas français, que je sache. Alors, vous allez vous exprimer en anglais, Stefan, et je poserai ma question en anglais. Une question qui me paraît intéressante, qui s'est passée en France tout récemment. Le 7 octobre, Facebook a annoncé que ces données seraient partagées avec TF1. Et comme vous le savez sans doute, TF1 est une chaîne de télévision privée, mais également avec Canal+, qui est également une chaîne de télévision privée, de même que Facebook l'avait fait pour les médias américains et britanniques. Alors aujourd'hui, TF1 et Canal+ auront accès à des commentaires sur leurs émissions qui sont publiés sur Facebook. Et évidemment, il y a beaucoup de commentaires puisqu'il y en a quelques 18 millions par jour. Alors, qu'est-ce que vous nous en dites? Quelle serait votre réaction par rapport à tout cela? Eh bien, écoutez, c'est une excellente question et je vous remercie de l'avoir posée parce que c'est une conversation que je trouve assez enrichissante. Et je vous dirais ceci. J'ai l'impression que toute cette histoire, c'est un petit peu comme un jeu au fond du compte. Les sociétés doivent se rendre compte que lorsque les gens vont sur Internet, ils ne disent pas « Ah, je ne veux pas publier mes chansons parce que je fais semblant d'être quelqu'un d'autre ». Bon, c'est un petit peu la même chose sur les chaînes de télévision. Les commentaires qu'on reçoit ne reflètent pas nécessairement l'opinion de la personne qui les publie ou qui les écrit. Alors, quand on est sur Facebook, on dit « Voilà, je dis quelque chose qui correspond à ce qu'aiment mes propres amis, entre guillemets, sur Facebook ». Donc, on arrive déjà à un deuxième niveau d'identité. Bon, il y a une espèce de jeu. Alors, il y a un proverbe qui dit ne tirez pas sur le pianiste ou ne tirez pas sur le porteur de mauvaises nouvelles. Il ne faut pas confondre le contenant et le contenu. Souvent, ce sont les grosses sociétés qui arrivent un petit peu en retard, qui prennent le train un peu en marche, donc le train de Facebook en l'occurrence. Là, il faut se dire que, bon, les grosses sociétés ont quelquefois du mal à s'adapter. Elles ont moins de souplesse. Et ça représente un véritable changement de paradigme de pouvoir intégrer cette histoire de réseaux sociaux dans leur domaine d'activité. Alors, vous parlez de données ici, données sur les personnes, leur âge, leur sexe, si ce sont des hommes ou des femmes, des choses comme cela. Bon, ça, c'est des catégories assez vastes. Puis ensuite, vous en avez des plus fines. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que au-delà de ces données de base, si vous voulez, nous cherchons d'autres données, des données qui correspondent à des événements ou des données de comportement. Et là, ce seront des milliers de micro-données qui ne sont pas véritablement des données en elles-mêmes, mais qui doivent être reliées les unes aux autres. Et c'est ce lien qui fait toute la valeur de ces données ou de ces micro-données. Et puis ensuite, il faut pouvoir interpréter tout cela, parce que si on ne sait pas comment relier ces données les unes aux autres pour en créer une information valable, et c'est donc là, tout concerne la contextualisation, eh bien, vous n'aurez pas de valeur. Oui, alors si j'ai bien compris, c'est-à-dire que la question est de voir comment les données peuvent être reliées ou au contraire déconnectées de certains aspects de la personne. Au fond du compte, vous regardez des tout petits aspects du comportement, de la conduite d'une personne, mais ça ne vous dit pas grand-chose sur la personne elle-même. Et vous ne saurez même pas qui est la personne, généralement. Si tout ce que vous observez, c'est des indices de comportement. Alors, peut-être que je ne vous ai pas très bien comprise.
tout ce que je peux dire, c'est ceci. Par le passé, lorsque nous construisions un site web, on disait, voilà, par exemple, c'est un site sur le cinéma, et puis on va le diviser en catégories, comédie, films d'action, thrillers ou que sais-je. Bon. Le monde ne fonctionne plus selon ces catégories. Si vous regardez vos enfants, ceux qui sont nés avec la technologie numérique, ces gens-là ne veulent pas aller sur un site web et passer des catégories en revue. Ils n'ont pas envie de passer par ce système catégoriel. Ils ont envie de, je sais pas, taper un mot-clé du genre le nom d'un acteur, quelque chose, sans entrer dans une catégorie. Vous aurez la réponse à votre question juste en disant un mot qui vous vient à l'esprit. Et là, pour pouvoir convertir ce mot qui vous vient à l'esprit entre et la réponse recherchée par l'utilisateur, il y a beaucoup de travail, de connexion de données pour pouvoir justement aller de A à B. Et ça suppose tout un travail de codification extrêmement compliqué. Hein. C'est un peu le site des pages jaunes a dû complètement se révolutionner parce que quand on s'appuyait sur tes catégories, on ne fonctionne plus comme ça. C'est-à-dire qu'on ne met pas C'est toujours comme ça que marche le monde. Mais le monde que vous nous décrivez est un monde qui progresse très vite. Mais le monde, notre monde, continue de marcher comme ça aujourd'hui, avec des catégories. Je pense que vous avez compris. Mais est-ce que vous pourriez nous dire plus précisément la façon dont vous servez des valeurs ou des données valoriser, enfin, comment vous les transformez en valeur, ces données, enfin, comment vous les utilisez dans votre activité. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est finalement comment créer finalement une valeur économique, au fond. Alors, j'ai parlé des données comportementales. Bon, dans mon activité, on s'intéresse aux jeux et les compagnies, les sociétés qui font des jeux. Alors, nous leur fournissons un travail d'acquisition de clients ou de rétention de clients. Comment optimiser un jeu vidéo pour justement conserver les clients. Si on passe d'un niveau à autre, un niveau de difficulté ou autre, il ne faut pas attendre trop longtemps, par exemple, sinon on perd ses clients, les joueurs se désintéressent. Et là, c'est une question de quand même répondre aux attentes des clients. Alors, le truc, c'est que quand vous avez 100 millions de joueurs qui participent à ce jeu et vous faites des instantanés toutes les 5 secondes de ce qui se passe, ça fait beaucoup de données qu'il faut en fait traiter. Et là, ce sont des êtres humains qui doivent faire le travail. Il n'y aura pas un manuel qui va dire à la page 13 comment transformer ces données ou comment interpréter ces données. Quand vous avez ça, qu'est-ce que ça veut dire? Non, là, il faut un peu de réflexion pour comprendre ce qui se passe et comment interpréter cela de manière intelligente. Donc, il y a un travail d'analyse, il faut pouvoir tirer des conclusions de données qui sont peut-être traitées de manière automatique. L'idée, au bout du compte, c'est d'arriver à un pré-traitement de l'information pour que ensuite la personne intelligente pourra tirer les justes conclusions. Ça, c'est pour que ce soit la rétention des clients, l'acquisition de clients. Alors, il peut y avoir toutes sortes de formes de publicité aussi. Là encore, pour savoir aller où faire la publicité, il faut savoir quels sont les flux les plus courants qui sont associés à certains jeux. Bon, vous allez faire la pub là où les joueurs sont susceptibles de se rendre. Alors, vous avez également des machines qui apprennent à se rendre compte, voilà, tel type de stratégie, par exemple, convient très bien à ce type de jeu, donc ce serait utile. Enfin, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Oui, non, mais donc là, effectivement, vous parlez de données qui pourront trouver c'est-à-dire que vous répondez aux attentes de vos clients. Hein. Si vous prenez les données, vous voyez ce qui leur plaît et vous appliquez ça au produit. Bon, c'est pareil sur Amazon. Hein. Par exemple, vous achetez un livre et vous avez des recommandations. Par exemple, si j'achète un cadeau de Noël à ma maman et ça correspond pas du tout à ce qu'Amazon m'a dit, bon, c'est ce que je veux faire. Mais quelquefois, si quelqu'un analyse tout ça et voit que si votre maman aime ceci et cela, elle aimera peut-être aussi cela. Et effectivement, si j'achète un livre pour ma mère, conformément à ses recommandations, eh bien,
et ça renchérit la stratégie d'Amazon. Si tout d'un coup j'achète quelque chose de complètement différent, eh bien Amazon en conclut j'ai changé de goût. Enfin bon, quelquefois ça peut perturber le système. Il y a aussi une question il y a sur Facebook, par exemple, si vous dites que vous allez sur des sites de rencontres, vous voulez peut-être pas que vos amis sachent que vous allez sur des sites de rencontres. Donc là aussi, il faut, il y a quand même pas mal de subtilités à savoir jusqu'où on peut aller, exploiter ou non l'information. Bon, ça peut se retourner contre vous. Oui, je vois ce que vous voulez dire, tout à fait. Et puis même, si je puis me permettre, les internautes, bien souvent, publient quand même de manière assez exhibitionniste toutes sortes de données personnelles. Ils se gênent pas, ils s'étalent sur les réseaux sociaux. Alors d'un côté, ils sont là de manière à s'exhiber au reste du monde, et en même temps, ils exigent que leur vie privée soit respectée. Enfin, c'est pas un peu paradoxal? Et puis, d'un autre côté, vous nous dites qu'au fond, cela ne touche pas à votre activité, mais quand même, au-delà de cela, ne diriez-vous pas que quand même les gens aiment bien s'afficher comme ça, et le fait qu'ils publient tout ça, ça implique quand même que implicitement, ils sont d'accord pour que ces données soient diffusées et un peu partout dans la nature, parce que c'est quand même eux qui s'affichent ainsi. Hein. On dit que ce type d'activité est une forme d'exhibitionnisme. Ça suppose quand même qu'il y a un consentement implicite pour que ces données soient utilisées. Enfin, je sais pas. Alors, y a-t-il contradiction ou paradoxe? Moi, je dirais ceci. Ça a toujours existé et les sociétés doivent gérer ce paradoxe, ces contradictions. Les gens vont dire une chose et leur contraire. Il faut quand même les satisfaire. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut apporter davantage de valeur. C'est que la valeur perçue par l'utilisateur dépasse le coût subi par l'utilisateur. Quand je parle de coût, le fait de se révéler, de s'exposer, l'information que l'on donne sur soi-même, évidemment, ça a un prix. Il me coûte de me livrer comme ça sur Internet, mais en contrepartie, il y a des avantages. Donc, si je mets des photos de ma nièce et de mon oncle et de mon neveu sur Internet, si cela va m'attirer la publicité, eh bien, je peux publier ces photos, par exemple. Enfin, je veux dire, il y a un calcul, chacun fait son calcul. Est-ce que cela en vaut la peine? Est-ce que le fait de me livrer ainsi, ce qui représente un coût personnel, je livre une partie de ma confidentialité, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Alors, quand même, il faut éduquer les gens, parce que quelquefois, de manière sans le savoir, informent les autres, disent des choses sans s'en rendre compte. Et là, il y a moyen de les éduquer. Et à propos, qu'est-ce que vous me disiez? Oui, ce que je disais, c'est que les gens sont peut-être d'accord pour publier de l'information, mais ils ne sont pas pour autant d'accord si on leur disait que cette information, maintenant que vous l'exposez, elle sera utilisée, ils sont peut-être pas d'accord pour autant. Donc ils veulent bien la montrer, mais pas qu'on utilise. Enfin bon. Oui, alors quand je parlais d'éduquer les gens, effectivement, les gens s'exposent sans se rendre compte de ce qu'ils faisaient. Et s'ils s'en rendaient compte, ils le feraient peut-être pas. Ça, c'est possible. Alors, d'ailleurs, ce débat nous amène aussi à cette question. Est-ce que les choses devraient être donner des possibilités aux gens de participer ou non, hein, ni obligatoire ni interdit. On peut opt-in et opt-out, c'est-à-dire que opt-out, ça veut dire que je décide de ne pas participer en tant qu'utilisateur. Je ne veux pas recevoir telle publicité, mais alors on dit tiens, vous ne voulez pas recevoir la publicité, quel genre de publicité ne voulez pas recevoir? Vous voulez pas recevoir des publicités sur les sports, etc. Donc je peux dresser votre profil à partir des choses que vous ne voulez pas recevoir. Enfin, je veux dire, et donc du coup on veut cacher son identité en disant ce qu'on ne veut pas, et on se révèle en se cachant. Bon. Très bien. Alors, nous allons donner la parole maintenant à Rudi Klausnetzer, qui, évidemment, participe beaucoup à ces questions de publication de données et d'exploitation de données. Alors, vous êtes l'expert en la matière de big data. Vous avez publié un bouquin qui s'appelle
la fin de la coïncidence, la fin du hasard, enfin je ne sais pas comment, en allemand ça se dit Zufall, et ça c'est un mot allemand, donc il faut le traduire en anglais par chance et peut-être que destin, hasard. Bon. Alors la question est de savoir quelle est la fin, enfin comme on dit la fin du hasard, qu'est-ce que... Ben, vous savez, chère madame, dans bien des domaines, nous pouvons éviter la coïncidence, enfin, les coïncidences dont nous ne voulons pas. Vous savez que si on est en mesure de prévoir, de prédire ce qui va se passer à partir de ce qui s'est passé, eh bien, on peut éviter les problèmes. Donc, si je peux suivre la façon dont vous fonctionnez, si je vois comment, ce qui fait que vous prêtez attention à ce que l'on dit, eh bien, si je tiens compte de votre façon de fonctionner, je pourrais attirer votre attention. Et ça, c'est ce que font les sociétés de publicité ou les supermarchés pour attirer l'attention du client. Ils analysent la façon dont les clients écoutent les choses, dont les clients dirigent leur attention pour saisir cette attention. Bon, là, c'est le comportement du consommateur, du client. Mais bien souvent, bon, ça peut avoir une utilité commerciale, mais inversement, c'est dans les deux sens que ça se passe. Alors, il y a des technologies qui permettent de traiter des informations de manière presque automatique. Il faut voir qu'il y a une différence entre les générations. Autrefois, on comprenait et ensuite on faisait. Maintenant, c'est le contraire. La nouvelle génération fait d'abord et comprend après, ou elle comprend en faisant. Hein, je veux dire que et vous faites l'expérience. Si donner un smartphone compliqué à un gamin de 10 ans, il commencera à s'en servir, il appuiera sur les boutons avant de comprendre. Alors un homme de 50 ans, de 60 ans, il va d'abord tout arrêter, veut tout comprendre, va lire le manuel et ensuite il va s'en servir. C'est vraiment une démarche inverse. Et là, ça crée d'un côté des problèmes. Pour pouvoir fonctionner par rapport à cela, ça veut dire qu'il faut quand même réfléchir à la nouvelle façon de faire les choses. Mais ça présente des opportunités. Bien souvent, à partir de toutes petites informations, on peut trouver des choses révélatrices. Hein, la valeur se trouve dans le fait révélé, dans la petite chose qui fait la différence. Alors, quand on parlait de données qui sont un petit peu éparpillées, moi je dirais ceci. Je voudrais... Alors, c'est un concept que j'ai un peu créé, que j'ai pas retrouvé sur Google, mais qui, à mon sens, est assez intéressant. Le concept de graphique culturel. Alors, Mark Zuckerberg avait le graphique social. Vous avez Google qui a été basé sur le graphique de la connaissance, mais le graphique culturel représente nos relations, pas simplement avec d'autres personnes, mais avec des lieux, avec des événements, avec les médias, avec les opinions des autres. Cette espèce de ramification des gens avec ces objets divers, moyennant un bon algorithme, permet de prévoir les comportements culturel, mais peut améliorer le vécu culturel des gens et peut en même temps préserver des opinions, enfin préserver les pensées, les opinions. Alors, ça peut faire peur parce qu'on va dire que, ah là là, vous allez même être les maîtres de notre pensée. Non, enfin, ça, c'est de la science-fiction, mais pour l'instant, on en est à pouvoir traiter des informations extrêmement précieuses. Hein, cette espèce de graphique, de cartographie culturelle de la personne, hein, son profil culturel, hein, on le représente de manière graphique avec des liens entre ces personnes et toutes sortes de choses. Alors, combiner ça avec Google Earth, hein, des données géographiques avec des données culturelles, ça vous donne une nouvelle vision du monde, hein, une vision géoculturelle. Et c'est véritablement une façon de visualiser ces grandes données, hein, cette grande vision culturelle du monde. Mais ça pourrait, ça rend les choses de manière beaucoup plus intelligente, parce que quand on se demande évidemment à quel moment la machine sera-t-elle plus intelligente que l'homme, hein, bon, j'espère que ce sera jamais à propos personnellement, mais ce que je dirais ceci, c'est qu'on arrive, en traitant beaucoup d'informations de manière intelligente, on pourra travailler de manière beaucoup plus intelligente avec les machines. C'est-à-dire que là, c'est une espèce de coopération entre l'homme et la machine qui permettra d'augmenter non seulement l'intelligence, mais même la créativité. Et
qui permettra à l'homme d'avoir une longueur d'avance sur la machine, toujours. Ah, bah, c'est une nouvelle définition. C'est vraiment reprendre l'anthropologie à l'envers. C'est-à-dire que ça n'est pas la machine, mais c'est la définition de la relation de l'homme à la machine qui est complètement révisée ici. Et c'est vrai que tourner vers l'avenir, on se demande comment cette évolution doit être orientée. Il y a des choses quand même un petit peu inquiétantes. Tout n'est pas déterministe, tout n'est pas toujours prévisible, mais enfin, quand même, qu'est-ce que vous entrevoyez, quel genre de comportement et quel genre de système pourrait être utile si vous arrivez vraiment à avoir une façon de prévoir un petit peu l'avenir? Comment arranger le système pour justement préserver la valeur de la création culturelle? Parce que si tout est tout prévisible à l'avance, ben, il n'y a plus de création. Enfin, il y a quand même des individus en plus qui souhaiteront être protégés. Enfin, oui, non, mais bien sûr, hein, il faut protéger les données personnelles, les données individuelles qui relèvent de la vie privée, et il y a des choses qui doivent d'aucune façon entrer là-dedans. Ce qu'il faut, c'est d'abord, pour pouvoir avoir ce genre de système en place, il ne faut pas faire les choses de manière complètement sauvage. Il faut un code d'éthique soutenu par une forme de législation. Bon, la législation est utile en soi, mais elle ne suffit pas. Hein. Si vous voulez que les choses vraiment soient suivies, il faut qu'il y ait une éthique. Hein, si à table, au cours d'une conversation, on ne s'entretue pas, c'est pas parce que c'est interdit par la loi, c'est parce qu'il y a une espèce de code de conduite. C'est que quand on partage un repas avec quelqu'un et qu'on discute, ben, on sort pas le couteau pour lui trancher la gorge. Bon, ça c'est un petit peu la même chose, le même genre de code de conduite qui s'applique sur Internet. Un code de conduite qui soit accepté, qu'une confiance soit mise en place, sachant que bon, ben, on peut faire les choses sans que ça dérape, sans que ça dégénère. Je vais vous donner un exemple. Nous allons... quelquefois, on se dit, voilà, on n'a pas besoin d'établir de relations d'effet, ou plutôt de théorie explicative, de rapport de cause à effet. On voit simplement telle situation donne telle conséquence, et on dit, voilà, on présente des faits qui aboutissent à d'autres faits, et on prend les réactions en conséquence. Alors, effectivement, si vous avez des données sur telle ou telle personne, dit, voilà, cette personne a le profil type de quelqu'un qui va avoir un cancer, ces données sur le profil type de la personne qui va voler une voiture, donc il y aura des discriminations qui vont... donc la compagnie d'assurance ne va pas vous assurer, les forces de l'ordre vont vous emprisonner avant la lettre, le banquier va vous refuser un prêt, il ne sait pas pourquoi, ni le banquier ni le client, pourquoi le crédit n'est pas accordé, et c'est simplement parce que l'ordinateur l'a décrété sur la base du traitement de l'information. Bon, c'est le genre d'abus, le genre de dérapage qu'il faut éviter. Bon, on est bien d'accord là-dessus, hein, c'est le genre de choses dont il faut évidemment, contre lesquelles il faut se prémunir. Il faut, quand je dis il faut allumer la lumière, c'est y voir plus clair, mieux comprendre les choses. Je me rappelle quand j'étais gamin, là où j'habitais, la cave n'était pas éclairée. Hein, et on faisait un concours pour savoir lequel serait le plus courageux qui oserait descendre dans la cave et aller chercher quelque chose. Vous savez ce que j'ai fait? Ben, j'y suis allé, moi, dans la cave, parce que je voulais pas qu'on me considère comme un lâche, mais j'ai fermé les yeux. J'ai fermé les yeux, c'est ridicule. Ça change rien. Mais pourquoi j'ai fermé les yeux? Parce que ça m'a protégé. Bon, ça c'est une réaction d'enfant, mais bon. Ben, c'est un petit peu ça qu'on fait. Devant un problème comme ça, tant qu'on n'en sait rien, on a peur, politique de l'autruche, on ferme les yeux. Et puis, troisièmement, eh bien, il faut lutter contre le fossé numérique, parce que, ne serait-ce que dans son intérêt bien compris, parce que si le fossé numérique nous prive d'un marché, hein, ne serait-ce que cela. Je suis bien d'accord avec vous pour dire que cette conscience collective, essentiellement, au même titre que enfin, je veux dire, la réglementation ne peut fonctionner qu'avec un consensus social. Mais en même temps, ne sous-estimez-vous pas le facteur quand même extrêmement dictatorial de cette espèce d'emprise comportementale par la saisie des données. Est-ce que les gens n'y résistent pas? Ben, je dis pas que les gens y résistent. Moi, la semaine dernière, j'ai participé à un débat justement à ce sujet, et il en est ressorti très clairement. Il y avait une jeune femme
qui a dit qu'elle ne voulait pas participer à toute cette chasse aux données. Elle voulait rien publier, divulguer aucune donnée. Et je lui dis, mais est-ce que vous avez un smartphone? Elle a dit, mais bien sûr que j'ai un smartphone. Et alors, à ce moment-là, je me dis, mais bon, c'est un chemin par lequel nous sommes souvent passés. Dès qu'on invente quelque chose de nouveau, par exemple, en France, on a inventé les rayons X, la radiographie. Bon, dès qu'il y a une innovation, vous aurez souvent une réglementation qui va tomber dessus à bras raccourcis. On dit que c'est l'Amérique qui fait l'innovation et c'est l'Europe qui fait la réglementation. C'est un peu dommage. Des questions dans la salle, nous pouvions écouter les réactions du public avant de clore cette séance, dans peu de temps d'ailleurs. That was a very interesting. J'ai trouvé cette discussion extrêmement intéressante. Et ma question s'adresse au panel. Aujourd'hui, l'on génère 2 étabits de données, 2 étabytes, pardon, c'est-à-dire plus en un jour que ce qui était généré au cours des 200 ans précédents. Et la plupart des experts estiment que d'ici 2020, l'on générera 1 gigabyte de données, c'est-à-dire 1 million de fois plus. Et si l'on cela va de pair avec l'évolution de technologie de l'Internet. Et si l'on passe à Web 5.0 en 2020, par exemple, donc on n'en est pas très loin, Web 5.0 aura pour conséquence qu'on passera du web sémantique en passant par Web 4.0 pour arriver à ce qu'on appelle le web intuitif. Et il se sera passé quelque chose au niveau du Web 4.0, à savoir que les machines parleront les unes aux autres. Or, dans un tel environnement, non seulement notre niveau de maturité sociale n'est, à mon sens, pas tout à fait suffisant pour pouvoir gérer le volume de données qui existeront en 2020, et sans parler des réglementations en place. Alors, selon vous, que faut-il faire au niveau des réglementations, d'une part, au niveau mondial, et deuxièmement, du point de vue technologique et du point de vue culturel, selon vous, que faut-il faire pour pouvoir gérer justement cette explosion exponentielle des volumes de données qui interviendra dans les 5 à 10 ans à venir? Avant que vous répondiez, si vous voulez bien. Moi, ma question est simple. Donc, frère Samuel, philosophe et religieux, moi, je comprends depuis particulièrement ce matin qu'au fond, le pouvoir politique est passé du côté des industries de la communication et de ceux qui sont les prescripteurs de leur contenu. C'est très frappant, c'est-à-dire qu'en gros, vous nous décrivez un exosquelette psychique collectif. C'est-à-dire qu'en gros, on est en train de fabriquer une énorme prothèse collective dont on est censé se servir, mais qui en fait est en train de se servir de nous. Voilà. Donc c'est la première question. Est-ce qu'il y a une prise de conscience de ça? Et puis, est-ce que l'alter big data est en train d'apparaître? De la manière qu'il y a eu un alter mondialiste, c'est-à-dire qu'on est progressivement dans un piratage de l'interne de la logique capitaliste dans ce cas-là de pervers. Les premiers altermondialistes étaient des utopistes et des rêveurs. Les deuxièmes sont des gens qui travaillent à l'intérieur du système. Est-ce que de la même manière, on commence à voir poindre, évidemment de manière non quantitative mais qualitative, de l'alter big data, c'est-à-dire des gens qui commencent à recréer, tout en utilisant la matrice, des réseaux extramatriciels? Merci. Donc très rapidement, 3 derniers intervenants, si vous voulez répondre extrêmement brièvement, parce que ce débat doit c'est ce meeting. Parce que cette session, malheureusement, il va falloir y mettre un terme dans quelques minutes à peine. Je vous invite donc à être aussi bref que possible. Mais merci pour ces questions. Je vais commencer dans l'ordre inverse de l'ordre dans lequel elles ont été posées. Tout d'abord, les prescripteurs de contenu. Eh bien, je crois que c'est quelque chose que l'on observe d'ores et déjà, parce que vous avez posé la question précédemment de l'authenticité des artistes. Or, je crois que dans le domaine culturel, particulièrement, il y avait une tendance à vouloir créer les grands succès, ce qu'on appelle les blockbusters, parce qu'il ne s'agit pas simplement de coûts de distribution d'un CD, d'un film dans les cinémas. Alors maintenant, ce qui pourrait être cette contre-révolution, ce serait l'utilisation d'artistes de niche, de musique de niche, qui utiliserait les mégadonnées, qui utiliserait les informations culturelles personnelles
d'individus afin de trouver leur public, et pas un public au sens classique, c'est-à-dire un groupe, une grappe en quelque sorte de personnes. Non, au contraire, un public très fragmenté, et donc je pourrais leur servir, du fait de la diminution des coûts, je pourrais mieux les servir, et ainsi je trouverais mon public beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est un mouvement qui est en cours, je le dirais. Et puis, peut-être la deuxième question, je pourrais peut-être essayer d'y répondre. Que peut-on faire pour se préparer? Alors, moi, je dirais que, en fait, cette croissance exponentielle du volume de données, bon, dès que quelque chose augmente de manière importante, on parle d'augmentation exponentielle. Bon, c'est peut-être un abus de langage. Je ne sais pas si ce sera vraiment exponentiel. Mais quoi qu'il en soit, la valeur des données, pour l'heure actuelle, est inconnue. Donc, pour être certain de bien comprendre quelle est la valeur des données, on pourra s'adresser aux sociétés en tant qu'expert conseil, par exemple, en disant, voilà, qu'est-ce que vous avez comme type de conseil? Ils vont dire, ah, ben, on a toutes sortes de données, et l'expert conseil vous dira, vous pouvez les utiliser pour ceci, ceci, et ensuite on dira, mais quel est le modèle commercial? Quel est le coût? Quels sont les revenus? Et la réponse, finalement, ce sera, ben, on ne sait pas. Donc, ce sera un petit peu, il s'agira d'en faire l'essai. Je pense que d'ici une dizaine ou une vingtaine d'années, on aura une meilleure idée de ce qu'est la valeur des données. Et l'on stockera 1 million de données, enfin, 1 million de fois le volume actuel de stockage de données. Ce ne sera pas gratuit, donc il faudra surtout éviter d'accuser un retard. Et il faudra investir. Et ce seront, bien entendu, ceux qui réagiront le plus vite, qui tireront le mieux leur épingle du jeu. Maintenant, au niveau culturel, la réponse est il faut éduquer. Madame Canto-Sperber, mais ça ne va pas s'en poser de problème. Rudi Klausnitzer. Mais je crois que la meilleure façon, je pense à la question des volumes de données, là. Je crois que Stefan Wachenfeld a déjà bien répondu à cette question. Surtout que ça ne vous fasse pas peur, parce que plus il y a de données, plus il y a de création de valeur. Donc la plupart de ces données, ou le volume des données, c'est une chose à laquelle on est prêt, à vrai dire. En revanche, la question extrêmement intéressante de la promotion de mouvements d'alter-mouvements ou de révolution contre cette révolution numérique, eh bien là, moi, j'aurais tendance à dire que ce qu'il faut, c'est donner un accès égal. Donc, égalité d'accès, ça veut dire un appui agressif à des initiatives et à des start-up, indépendamment de la question de savoir si cela va échouer ou pas. Il faut essayer, il faut prendre le risque de, éventuellement, se tromper. Hier, il y a eu 2 sessions différentes, 2 mondes différents. D'abord, la session avec les ministres. Oh, c'était très organisé, très formaté, très bien présenté. C'était très rhétorique. Hein. Et puis après, il y avait l'hackathon. Et là, c'était complètement l'inverse. C'était vraiment le chaos complet. Mais c'était très intéressant. Et c'est de là que viendront les mouvements alternatifs. Donc, soyez optimistes, monsieur, parce que le pessimisme, d'abord, ça ne sert à rien. Et puis ensuite, il y a de bonnes raisons d'être optimiste. Il est 11h10, c'est l'heure à laquelle devait se terminer cette table ronde, et elle se termine. Merci pour votre... Non, il n'y a pas de café. Je commence par les mauvaises nouvelles. Comme vous n'étiez pas tous là à l'heure, il n'y a aucune raison que vous ayez un café. Alors, nous sommes dans un horaire très serré, car nous allons accueillir d'ici quelques minutes la ministre. Mais avant, je voudrais vous dire 2 ou 3 choses. Et la première, c'est que le sujet des données personnelles culturelles a été pour le Forum d'Avignon une préoccupation majeure depuis le début de l'année. Début de l'année commençant naturellement après le Forum de l'année dernière. Et que le Forum d'Avignon a établi les principes de ce qui devrait être une déclaration universelle des droits de l'internaute et du créateur, dont je vais vous lire rapidement les principes et qui vous sera distribué à la sortie de la salle. Les données numériques culturelles de chaque individu lui appartiennent. Elles ont une valeur patrimoniale et morale qu'il est seul à même de négocier. Chaque homme a droit au respect de sa dignité et de sa vie privée, quelles que soient les empreintes qu'il laisse
sur les réseaux numériques. Le consentement libre et éclairé de l'intéressé doit être préalable à toute utilisation de ces données culturelles. L'autorisation de leur utilisation ne saurait être tacite ou illimitée dans le temps. Nul ne doit faire l'objet de discrimination ou d'exploitation fondée sur ses caractéristiques culturelles numériques. Chaque homme a droit au respect de sa création. La propriété intellectuelle, clé de voûte de la liberté des auteurs et de l'économie de la culture, doit être protégée dans tous les pays, sur tous les supports. Le consentement libre et éclairé du créateur doit être préalable à toute utilisation. L'autorisation donnée ne saurait être tacite ou illimitée dans le temps. La création ne saurait être manipulée sous quelque forme que ce soit sans l'accord express et préalable de l'auteur. La recherche, l'analyse et l'utilisation des données culturelles numériques doit être régulée et encadrée dans le respect de la vie privée et de la liberté individuelle de chacun. Nous pensons que tous les pays doivent s'inspirer de ces principes afin que les intéressés ne découvrent pas stupéfaits que sous prétexte qu'ils n'ont pas payé une information, on dispose sur eux d'informations dont on use, ça va encore, et dont on abuse, ce qui ne va pas du tout. Voilà.